Bonjour et bienvenue à cette collection Éducation en santé du ministère de la Santé publique et de la Population. Le développement sanitaire national ne peut réussir si chaque citoyen ne reconnaît l'apport de la santé dans son propre développement et n'adopte les attitudes et les comportements nécessaires à la conquête et au maintien de la santé. À partir de cette citation, on comprend que la promotion de la santé est priorisée comme élément de la politique nationale de santé afin de véhiculer des informations spécifiques à des groupes cibles en termes de comportements favorables à la santé et pour une meilleure utilisation des services dans la lutte contre les maladies. La direction du Centre d'information et de formation en administration de la santé, CIFAS, du MSPP, s'associe au groupe Grand Monde, groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, pour bénéficier de leur expertise et leur technologie dans ses missions d'information et de formation continue pour la production de matériel didactique et pédagogique sous forme numérisée, accessible via le site web MSPP, et également utile à la formation à distance et l'éducation sanitaire. Les objectifs: appui à la formation continue pour nos jeunes professionnels affectés en périphérie, éducation sanitaire et sensibilisation de la population dans une perspective de prévention et de promotion de la santé. Cette collection Éducation en santé sera enrichie au fur et à mesure avec d'autres modules sur des problèmes de santé publique, avec la contribution d'experts tant nationaux qu'internationaux validés par le MSPP. La direction du CIFAS remercie également pour leur contribution les associations professionnelles nationales contactées dans leur domaine d'expertise. Pour vous servir, Dr Frédéric Barreau-Desjans, directeur du CIFAS. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de la rage. Ah oui, un grand mot, rage. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez le mot rage? Le temps d'imaginer ce que c'est, nous allons vous dire que la rage, c'est avant tout une maladie animale dont la transmission se fait à l'homme accidentellement par la salive. Pour que la maladie arrive à l'homme, ça va passer soit au décours d'une morsure, soit au cours d'une griffure, par le léchage ou encore par des aérosols. Souvent, on voit ça particulièrement quand on va visiter les grottes. C'est une zoonose. Et la plupart des mammifères qui vivent sur Terre sont sensibles au virus responsable de la rage. Et c'est pourquoi on dit que c'est une zoonose virale. Mais également, on dit que c'est une encéphalite. Pourquoi une encéphalite? Parce que ça va toucher une partie du cerveau qui est l'encéphale. Et à partir de ce moment-là, dès que l'encéphalite se déclare chez l'homme, la maladie devient mortelle et on ne peut plus rien faire. Donc, c'est quel virus qui est responsable de cette maladie si grave dont nous parlons? C'est le virus de la rage et aujourd'hui nous connaissons plus de 150 espèces. Mais parmi les espèces, il y en a qui se retrouvent dans le genre des Lyssavirus et ce sont ces espèces-là qui sont les plus dangereuses. Quels sont les signes de maladie que vont présenter les gens ou encore les animaux qui sont touchés? Nous recommençons à dire que c'est une encéphalite mortelle. Et on va voir, particulièrement chez nous, il y a deux types de rage chez les chiens. Il va y avoir ce que nous appelons la forme furieuse. Et c'est la forme le plus souvent que nous arrivons facilement à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que le chien devient agressif. Il va y avoir des hurlements rauques chez le chien. Et le plus souvent, le chien aura tendance à mordre les gens qui sont autour. Et à côté de ceci,
il y a ce que nous appelons la forme paralytique. Et le plus souvent, ce qui va attirer l'attention, c'est la paralysie que l'on aura au niveau des membres postérieurs du chien qui pousse le chien à traîner au lieu de marcher. Donc, ça va attirer l'attention. Mais le chien n'est pas le seul animal à être touché. Nous avons également le chat, qui est un autre animal domestique qui le plus souvent peut présenter les deux formes, soit la forme furieuse, et là il faut faire très très attention car le chat est déjà un animal agressif le plus souvent. Et puis il y aura quand même la forme paralytique. Sinon, il y a certains animaux qui font partie de notre cheptel, particulièrement les bovins. Donc quand nous parlons de bovins, nous parlons particulièrement des vaches, des taureaux et des veaux. Donc, ce qui arrive, ces animaux peuvent être infectés et particulièrement en contact d'autres animaux sauvages qui les attaquent parfois. Donc, ce passage qu'il va y avoir des animaux vers l'homme, nous l'avons déjà dit, ce passage-là peut se faire par la salive. Et comment? Il y a certains animaux qui vont mordre, il y en a d'autres qui vont griffer, comme le chat, et le chien par exemple qui peut venir lécher des plaies. Et donc, ou sinon, nous avons dit, quand nous allons dans les grottes, il va y avoir les chauves-souris, et notre présence va éveiller leur attention et leur vol peut entraîner par la suite la dissémination du virus par aérosol. L'homme, à partir de ce moment-là, peut être touché. Il faut dire que la maladie se développe dans une période allant de 10 à 90 jours le plus souvent. Mais ça va dépendre également de la personne qui est touchée, particulièrement de sa taille. Un enfant, par exemple, chez un enfant, par exemple, la maladie va se développer beaucoup plus vite, d'autant plus si la morsure se retrouve au niveau du visage. Mais chez un adulte, suivant l'endroit où il a été mordu, on peut se rendre compte que la maladie prend beaucoup plus de temps. Et c'est ainsi, par exemple, dans certains pays, et comme les États-Unis ou encore la France, on a vu des gens qui n'ont jamais été mordus dans ces pays-là, développer par la suite à la rage, parce que justement, ils ont été mordus chez eux avant d'immigrer aux États-Unis ou bien en Europe. Et quels sont les signes que nous pouvons avoir à partir de ce moment-là? Il faut dire que au tout début, il va y avoir la fièvre, les céphalées, mal de tête, souvent comme on dit, sensation de malaise, on ne se sent pas trop bien, et en Haïti souvent c'est une certaine asthénie que l'on a, une fatigue et la perte de l'appétit, on ne mange pas, on n'a pas envie de manger, les nausées, les vomissements et on commence par avoir des douleurs au fond de la gorge. Et puis par la suite, et voilà un signe très très important, quand la rage est en train de se développer, là où on a été mordu, même si ça remonte à plusieurs mois ou à plusieurs années, on ressent un certain purite en cet endroit-là, un endroit que l'on avait complètement oublié parce qu'il y a eu la cicatrisation. Et puis, on va rentrer dans la phase de la maladie par la suite, avec particulièrement ce que nous appelons la phase encéphalitique. Et c'est à cette phase-là qu'on va développer en quelque sorte les deux formes que l'on retrouve chez l'homme. Il y a la forme que nous appelons la rage furieuse ou encore la rage spastique. Et à côté, on va retrouver particulièrement une autre forme qui est la rage paralytique. Quand nous parlons de rage furieuse, et en Haïti, quand quelqu'un est agressif, souvent on dit qu'il est fou. Eh bien, on va voir que c'est parce qu'au cours de cette rage-là, il va y avoir des signes patents, comme il va y avoir des contractures des muscles, des convulsions, la personne va être agitée, il va y avoir une certaine agressivité et même il peut y avoir des hallucinations. Et c'est à ce moment-là que la personne peut utiliser des armes en croyant qu'elle va être agressée par quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, on va se rendre compte que c'est un malade qui a des difficultés à accepter
et la lumière, et également quelqu'un qui était très agressif quand il va y avoir du bruit ou quand on est en train de le toucher. À côté de ceci, ça va se développer, ça va continuer en quelque sorte à évoluer. Et à un moment donné, il va y avoir une fièvre élevée. Et la personne va avoir des troubles respiratoires, des difficultés à bien respirer, des sueurs abondantes. Et si on a la possibilité de prendre la tension, on va voir que la tension a tendance à baisser et c'est ce que nous appelons l'hypotension orthostatique. Et malheureusement, la rage peut attaquer en quelque sorte les nerfs au niveau cardiaque et c'est ce que nous appelons souvent des troubles de la conduction intracardiaque. Avec l'évolution de la rage, on va voir que la personne va commencer à avoir une hypersialorée. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de salive au niveau de la bouche qu'il ne pourra pas avaler et la présence de cette salive-là va nous permettre de dire que c'est quelqu'un qui écume de rage. Et ensuite, quelqu'un qui ne peut pas avaler. Pourquoi? Parce que justement, quand la personne a la rage, il y a ce que nous appelons une hydrophobie. C'est que c'est une peur de l'eau. Ça ne peut pas entendre de l'eau couler et cette personne a peur d'avaler et c'est pourquoi c'est quelqu'un qui a très soif mais qui ne voudra pas avaler. Et parfois même, on a l'impression que cette personne-là se met la main à la gorge comme s'il y avait un étau à desserrer autour de sa gorge. Et à partir de ce moment-là, comme c'est quelqu'un qui ne va pas avaler, donc c'est quelqu'un qui ne pourra plus se nourrir. Et devant un tableau pareil, le patient va vivre entre 4 à 20 jours. Et le plus souvent, la mort viendra avec un coma qui va s'installer et ensuite il va y avoir un arrêt cardiaque car nous avons vu qu'il peut y avoir une atteinte des nerfs qui innervent le cœur. En dehors de cette forme furieuse et tapageuse, bruyante, il peut y avoir ce que nous appelons la rage paralytique. Et là, on va remarquer une paralysie ascendante. Quand nous disons ascendante, ça va commencer au niveau des membres inférieurs pour remonter vers le cerveau. Donc, et à partir de ce moment-là, les signes qu'on va retrouver, c'est la paralysie des membres inférieurs, puis on va perdre le contrôle des sphincters. Quand nous parlons des sphincters, il y a le sphincter anal, mais il y a le sphincter vésical également, ce qui fait que la personne aura tendance à faire sur lui et sur elle ses besoins. Donc, et par la suite, il va y avoir des atteintes au niveau du bulbe rachidien et par la suite, ça peut entraîner un arrêt cardio-respiratoire qui va, en quelque sorte, être responsable de la mort du patient. Donc, ce que l'on doit comprendre, dès que la rage est devenue clinique, c'est-à-dire est manifeste, à partir de ce moment-là, cette encéphalite-là est toujours mortelle. Mais on doit se demander que faire, puisque c'est une maladie qui est avant tout animale. Et on a des périodes d'incubation qui sont très longues. Est-ce pourquoi l'animal aura le temps de transmettre en quelque sorte le germe? Donc, et le réservoir que nous avons, nous disons que c'est un réservoir animal et le plus souvent, il va falloir faire la différence entre ce que nous appelons la rage sauvage et la rage domestique. La rage sauvage, ce sont des animaux qui vivent particulièrement dans les forêts. Et là, nous allons retrouver des carnassiers, donc le loup particulièrement, mais il y a également dans d'autres pays ce que nous appelons le raton laveur, particulièrement que l'on retrouve au Canada avec la moufette. Et en Europe, il y a également les renards qui font partie de ce qu'on pourrait appeler des animaux capables de transmettre, non seulement de faire la rage sauvage, mais par la suite de transmettre la maladie. D'un autre côté, on peut retrouver également les chauves-souris et qui, dans une certaine mesure, peuvent être atteints et à partir de ce moment-là, transmettre la maladie.
Donc, et quand nous parlons des chauves-souris, il y en a qui sont hématophages, c'est ce que nous appelons des vampires. Et ça mord, or particulièrement, et au moment de la morsure, ça peut transmettre la maladie. Il se pourrait qu'en Haïti, qu'on ait eu des cas, en quelque sorte, dus aux chauves-souris, et c'est pourquoi il faut faire attention. Nous savons en Haïti, c'est particulièrement le chien, mais on doit attirer l'attention si on tombe sur des chauves-souris et qui survolent et qui sont en train d'attaquer des gens. Donc, nous disons qu'en dehors de la rage sauvage, il va y avoir la rage domestique. Et les animaux domestiques que nous avons sont le plus souvent le chien et parfois le chat. Donc, et le chien est aujourd'hui, et souvent on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, mais ça peut être également un véritable ennemi quand le chien est infecté par le virus de la rage. Donc à partir de ce moment-là, ça va mordre des gens et ça va entraîner en quelque sorte la rage. Donc on doit reconnaître que la rage n'est pas une maladie des pays en voie de développement, car c'est une maladie qui est cosmopolite, que l'on retrouve à travers le monde. Comment est la situation, on pourrait dire, en Haïti? On a eu des études allant de 2005 à 2013 et on peut vous dire qu'on a eu des cas avec un pic en 2011 où il y avait 13 cas de rage humaine en Haïti et fort heureusement, en 2013, il n'y en avait pas. Donc, mais cependant, notre position par rapport à la rage dans les Caraïbes n'est pas très envieuse parce que nous nous sommes rendus compte, par exemple, dans l'année 2004, il y avait 6 cas dans les Caraïbes et en Haïti, et on avait 5 cas sur les 6. Donc, il nous faut travailler davantage pour réduire en quelque sorte la transmission de la rage. Mais c'est intéressant de voir la manifestation clinique. Mais comment, à partir de la morsure, le virus va arriver jusqu'au niveau du cerveau? Ce que l'on doit savoir, quel que soit l'endroit où a eu lieu la morsure, c'est que le virus a la possibilité de se multiplier au niveau des muscles de cet endroit-là. Et par la suite, ça va utiliser les axones des nerfs pour remonter jusqu'au cerveau. Et ce n'est que lorsque le virus atteint le cerveau et se multiplie et au niveau des structures cérébrales que l'on va développer la maladie de la rage. Et ça dépend de la taille de l'individu. Donc, et tout le problème que nous avons avec le virus de la rage, c'est que aussi longtemps que le virus n'atteint pas le cerveau, il n'y a aucune manifestation clinique. On aurait dit que le virus traverse l'organisme tout comme le soleil traverse le vitrail, sans laisser de traces réellement, jusqu'à ce que la maladie finit par se déclarer. Et c'est pourquoi la rage devient en quelque sorte une maladie grave, puisque une fois qu'on a l'encéphalite, on n'a plus les moyens d'aider le patient à pouvoir s'en sortir, parce qu'à partir de ce moment, la maladie est mortelle. Donc, et comment on arrive à être touché par le virus de la rage? Souvent, c'est la voie cutanée. Il faut savoir que le virus ne peut pas traverser la peau sans que la peau n'ait été lésée. C'est pourquoi la morsure, la griffure sont très très importantes pour la transmission de la maladie. Et c'est pourquoi au niveau de la peau, quand il y a une morsure par un animal qui est enragé, donc il y a un risque pour que l'on soit touché. Les griffures, particulièrement le chat, nous savons que le matin, le chat fait sa toilette avec sa salive. Donc la salive va se retrouver sur les griffes et à partir de ce moment-là, si le chat va griffer quelqu'un, donc il peut y avoir transmission parce que les griffes du chat vont excorier la peau et à partir de ce moment-là va permettre une voie d'entrée au virus. Et nous parlons également des situations où au laboratoire, quand on a essayé de manipuler des tissus d'animaux infectés, il y a des risques pour les techniciens de laboratoire et c'est pourquoi le test se fait dans des laboratoires très spécialisés.
Et en fin de compte, il y a le léchage, c'est-à-dire un chien enragé qui va lécher les plaies de quelqu'un, hein, donc en risquant de lui transmettre la maladie. Il y a également ce que nous appelons la voie aérienne. Et le plus souvent, ça va intéresser les gens qui visitent les grottes, car dans les grottes, souvent vivent des chauves-souris. Et dans les déjections des chauves-souris, il peut y avoir également la libération des virus. Et à partir de ce moment-là, quand les gens y pénètrent, les battements d'ailes vont en quelque sorte faire disséminer dans la grotte le virus, et à partir de ce moment-là, quand on va respirer, et donc le virus va passer par la voie respiratoire et ainsi atteindre les gens. On a vu des gens en faire en quelque sorte la maladie, rien qu'à partir de cette transmission-là. Les greffes de cornée, on en a parlé, donc, mais maintenant nous savons que les spécialistes, le plus souvent, vont faire le test sur le tissu pour empêcher la transmission. Et c'est pourquoi cette transmission-là est exceptionnelle. Mais que faire quand on suspecte un cas de rage ou bien et que, en définitive, quelqu'un peut décéder et on ne sait pas de quoi ou on suspecte, mais cependant on suspecte que c'est quelqu'un qui est mort de rage. Donc, chez le malade, généralement, il y a également des animaux qui peuvent en mourir. Et c'est pourquoi, quand un animal meurt et que l'on suspecte que c'était un cas de rage, il y a des précautions à prendre. Donc, et c'est pourquoi, devant une situation pareille, mieux vaut faire appel aux gens de la santé qui savent comment gérer la situation. Parce que le plus souvent, si c'est un petit animal, on peut prendre l'animal entier et aller au laboratoire le sacrifier. Mais si nous avons affaire à de gros animaux comme le chien, le chat, le renard, donc en Haïti particulièrement le chien et le chat, il va falloir couper la tête de cet animal-là. Et le risque, c'est que la personne qui va couper la tête peut ne pas être assez informée pour le faire. C'est pourquoi mieux vaut appeler en définitive quelqu'un qui travaille dans le domaine pour pouvoir le faire. Et en fin de compte, il y a pour les gros animaux comme les chevaux ou encore les bœufs, et à partir de ce moment-là, on a besoin du cerveau. Donc là, on ne peut pas demander à une personne haute d'enlever le cerveau et de l'apporter. Donc il faut quelqu'un bien formé capable de venir faire ce prélèvement-là. Mais en dehors des animaux, il y a également chez l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire quand on suspecte qu'un homme est infecté? Donc le plus souvent, on va faire des prélèvements. Et qu'est-ce que nous avons comme prélèvement? Donc c'est quelqu'un qui écume de rage, donc on peut prendre de la salive. Mais on sait que la maladie, le virus va se retrouver également au niveau du liquide céphalorachidien. À partir de ce moment-là, on peut faire un prélèvement du liquide céphalorachidien et aller rechercher en quelque sorte le virus. Tout comme on peut faire des biopsies cutanées, enlever un peu de peau pour aller rechercher le virus là-dedans. Et chez les gens qui ont des difficultés à cause d'une greffe de cornée, on peut également faire un prélèvement de la cornée. Merci, Dr Noël, de nous avoir exposé ainsi ces points importants de la maladie de la rage dans notre pays. Effectivement, il est important de souligner que une fois cette maladie déclarée, c'est-à-dire que la maladie a progressé chez la personne mordue, eh bien, elle est mortelle. C'est pourquoi la direction de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement, DPSPE, du ministère de la Santé publique et de la population, recommande à tous d'agir rapidement en cas de morsure par un animal suspect. Car quand même, avant justement que la maladie arrive à un point de non-retour, il y a des gestes à faire, il y a un traitement à appliquer. Les gestes à faire, c'est les soins locaux qui sont essentiels. Soins locaux, c'est-à-dire la désinfection des plaies, la désinfection de la peau là où elle a été mordue, avec de l'eau, en grande eau et avec du savon.
ou encore avec du détergent ou de l'eau de javel diluée et rincer abondamment. Rappelez-vous, il ne faut pas coudre la plaie par morsure. Et aussi, il faut absolument éviter d'utiliser l'eau oxygénée et le mercure au chrome. On peut prescrire une antibiothérapie en cas de surinfection et la personne exposée doit être ensuite adressée à un centre de santé qui pourra apprécier le risque de contamination et décidera de la mise en œuvre d'une vaccination post-exposition. C'est ce qu'on appelle en fait le vaccin traitement. Le vaccin traitement, il consiste en quoi? En fait, nous avons deux protocoles. Il y a le protocole classique de l'OMS, où il y a une injection d'une dose de vaccin intramusculaire. On a 5 injections qui sont pratiquées au jour 0, c'est-à-dire le jour de la morsure, au jour 3, jour 7, jour 14 et jour 30. Mais il y a également le protocole réduit de l'Institut Pasteur, qu'on appelle encore 2-1-1, c'est-à-dire que le premier jour, jour 0 de la morsure, il y a 2 doses qui sont injectées en 2 points en intramusculaire, et ensuite on a une dose injectée le jour 7 et le jour 21. À côté de ce vaccin traitement, il y a la séroprévention qui peut utiliser des immunoglobulines qui vont réduire les échecs de la vaccination en cas de contamination grave. À côté de ce traitement qui est pratiqué, on peut rappeler quand même l'importance de la vaccination préventive, surtout chez les personnes à risque. Exemple, le personnel de laboratoire qui peuvent être exposés au virus, le personnel des abattoirs, les vétérinaires, et parfois c'est recommandé aussi pour certains voyages. Donc, nous allons conclure ce module sur la rage par les recommandations, l'orientation préconisée par la direction de la promotion de la santé. À propos de cette maladie, qui est encore une fois une maladie extrêmement grave. Okay. Et vous verrez regardez avec nous ce tableau. Ce tableau représente des catégories de contacts et la prophylaxie post-exposition recommandée, selon le cas. Catégorie 1, il y a effectivement un contact avec l'animal, mais il n'y a pas eu de blessure. Il y a eu un léchage, mais la peau est intacte. Dans ce cas-là, il n'y a aucune mesure de prophylaxie post-exposition qui est recommandée. Par contre, déjà dans la catégorie 2, où il y a quand même un mordillement de la peau nue, ou bien des griffures, ou bien des égratignures, même s'il n'y a pas saignement, la vaccination immédiate est recommandée avec un traitement de la plaie, comme nous l'avons vu, nettoyage à grande eau et avec du savon. La catégorie 3, elle, il y a des morsures, des griffures, uniques ou multiples, qui ont traversé la peau, qui ont traversé le derme. Il y a eu un léchage, donc possibilité de contact de la salive infectée avec la peau qui est lésée, ou encore éventuellement, le Dr Noël avait parlé de possibilité de morsure par des chauves-souris. Là aussi, la prophylaxie recommandée, c'est la vaccination immédiate et l'administration d'immunoglobulines antirabiques. Bien sûr, traitement de la plaie. Donc, nous concluons en disant que il existe des points, des institutions dans les départements qui assurent la prise en charge des cas de morsure par animal suspect de rage. C'est ainsi que dans le département de l'Ouest, nous avons le bureau communal sanitaire de Port-au-Prince, l'UCS Guavienne, l'UCS Anacaona de Léogane, l'UAS des Matheux, l'hôpital Nicolas Armand de l'Arcahaie, l'hôpital Foyer Sainte-Camille en Plaine à Marin, l'hôpital universitaire La Paix à Delma 33, le centre hospitalier Éléazar Germain à Pétionville et le bureau communal sanitaire de Carrefour à Tor 12. Pour les autres départements,
il s'agira de contacter les directions départementales sanitaires concernées. Nous vous remercions d'avoir suivi avec nous ce module sur la rage. À bientôt.